Alors, si ça vous intéresse, on a quand même la preuve que les hommes préhistoriques utilisaient bien cette technique-là. Parce que finalement, je pourrais vous raconter un petit peu ce que j'ai envie. Alors, quelle est cette preuve? Eh bien, c'est parce que quand on a de la chance, on retrouve sur les campements préhistoriques, sur les sites archéologiques, des silex comme celui-ci, qui ont le goût complètement poli, complètement usé. Ben ça nous indique que ce silex, on en a fait un usage particulier, parce que habituellement, le silex, c'est plutôt quelque chose qui est anguleux et coupant. Donc si ce silex a le goût complètement poli, c'est que très probablement il a été frotté longtemps contre une autre pierre. Quand on a encore plus de chance, on va retrouver sur les mêmes campements préhistoriques, ça arrive très rarement, mais ça va quand même arriver de temps en temps, des nodules de marcassite, comme celui-ci, qui ont la surface polie, en creux, en négatif. Alors ça nous indique que très probablement, ces deux pierres ont été frottées l'une contre l'autre. Mais on dispose d'une preuve irréfutable, parce qu'en 1991, on a découvert dans un glacier alpin une momie préhistorique congelée. Alors les enfants, le glacier, c'est pas le marchand de glace, hein, c'est les neiges éternelles qui est en haut des montagnes. Et cette momie préhistorique congelée, vous en avez certainement entendu parler, on l'a appelée Otzi, l'homme des glaces, ou l'homme de 6 000 hommes, qui est le nom du glacier dans lequel il a été trouvé. Alors cette momie, on l'a trouvée à la frontière entre la Suisse, l'Autriche et l'Italie, à plus de 3000 mètres d'altitude, et je vais vous raconter un petit peu son histoire. Alors ce bonhomme est allé se percher très haut dans la montagne, 3000 mètres ça commence à faire, à une période de l'année où lorsque l'on connaît la nature, et plus particulièrement la montagne, on ne s'aventure pas aussi haut, parce qu'on sait très bien que l'on risque d'être surpris par des tempêtes de neige. Alors si ce bonhomme est allé se percher à 3000 mètres d'altitude, c'est que très probablement quelqu'un lui a forcé la main. Et on a un début de preuve qu'il y a été plus ou moins contraint à monter là-haut, puisque quand on a soulevé la momie pour regarder à quoi elle ressemblait, on s'est aperçu que cet homme avait la lèvre qui était ouverte d'ici jusqu'à la moitié de la joue. Ça nous indique que très probablement, il a dû prendre une bonne châtaigne dans la bouche, il ne devait pas avoir que des copains. Il a donc fui. Il s'est retrouvé à plus de 3000 mètres d'altitude. Et arrivé là-haut, il a pris une flèche dans le dos. Alors comment on sait qu'il a pris une flèche dans le dos? Tout d'abord, parce qu'on a découvert un tout petit trou dans son dos. Et puis beaucoup plus tard, lorsqu'on l'a passé au scanner, à la radiographie, on s'est aperçu que cet homme avait une armature de silex, un peu comme celle-ci, qui lui avait sectionné une artère juste à côté du cœur. C'est donc la cause de sa mort. Cet homme est tombé dans une crevasse. Cette crevasse s'est remplie de neige et il est resté congelé jusqu'à nos jours. Mais en 1991, avec le réchauffement climatique, le glacier dans lequel se trouvait cet homme s'est mis à fondre et un couple d'alpinistes qui est passé par là un petit peu par hasard a vu sortir de la glace un drôle de bonhomme. Alors les enfants, quand je dis sortir de la glace, c'est pas la momie qui sortait de la glace, c'est la glace qui fondait autour. Alors sur le coup, ces alpinistes se sont dit, tiens, c'est un collègue qui a dû dévisser de la paroi il y a quelques dizaines d'années. Ils ont donc appelé la police, ce qui est tout à fait logique et normal. Mais lorsque la police est arrivée sur les lieux, elle ne comprenait pas grand-chose. L'alpiniste en question, il portait sur lui un poignard en silex, comme celui-ci, dans un petit fourreau en osier. Il avait un chapeau en peau d'ours avec de la paille à l'intérieur, des chaussures en cuir avec de la paille à l'intérieur, et autre chose, comme au Moyen-Âge. C'est une espèce de collant en cuir qui tient ici avec, comme des porte-jartelles, un petit peu. Il avait ici une cape en matière végétale, en roseau, un carquois en cuir avec des pointes de flèche, une hache en bois, enfin un manche de hache en bois avec une hache en cuivre enchâssée dedans. Mais surtout, cet homme portait ici à la ceinture une petite sacoche en écorce de bouleau tressée, à l'intérieur de laquelle on a découvert du champignon amadou plus ou moins râpé, et lorsqu'on a mis les doigts dans le champignon amadou, le résultat était le même que lorsque l'on frotte un morceau de marcassite. On est avivé de poudre de marcassite. On a donc la preuve que les hommes préhistoriques utilisaient bien cette technique-là, puisque ce bonhomme s'est baladé avec son kit de feu accroché à sa ceinture. Alors un petit peu plus tard, on l'a radiographié ce bonhomme, on l'a passé au scanner, on voulait savoir ce qu'il avait dans le ventre. On a d'abord découvert qu'il avait mangé des prunelles. S'il y a de la prunelle dans son estomac, ça veut dire qu'il est parti là-haut vers la fin du mois d'octobre et le début du mois de novembre. Ça nous a donc donné la date de son départ pour la montagne, ce qui nous a permis d'élaborer le scénario que je viens de vous conter. Mais on s'est surtout aperçu que ce bonhomme avait les poumons carbonisés, tout noirs. Alors à la préhistoire, il n'y a pas de cigarette, mais si cet homme a allumé le feu d'une manière quotidienne avec la méthode que je viens de vous montrer, je ne fais pas un dessin, c'est très régulièrement enfumé les poumons. On va donc que le cancer du poumon remonte à la plus haute antiquité, au moins au néolithique final, à la fin de la préhistoire. Une fois, on a la preuve que les hommes préhistoriques utilisaient bien cette technique-là ou cette méthode-là. Excusez-moi, ça donne chaud. Tout simplement parce qu'on a retrouvé des planchettes comme celle-ci avec des trous de giration carbonisés. On a découvert des baguettes comme celle-là avec les extrémités brûlées et parfois même la trace du lien qui nous indique que les hommes préhistoriques faisaient comme moi, ils utilisaient bien un archer, c'est plus ou moins qu'ils faisaient comme eux. Alors ça peut paraître un peu bizarre, oui, qu'on découvre des ustensiles en bois qui datent de la préhistoire. Ça c'est dû au fait qu'en France, en Suisse, en Autriche, en Allemagne, en Italie, on a beaucoup de chance. On a des grands lacs, les lacs alpins notamment. Autour de ces lacs, les hommes préhistoriques ont construit des maisons, des habitations pendant plusieurs millénaires. Ces hommes préhistoriques qui voulaient habiter très proche du rivage, parce que c'est très giboyeux et très poissonneux, mais qui voulaient quand même pas avoir les pieds dans l'eau, ont construit des maisons surélevées, des maisons sur des poteaux qu'on appelle des pilotis. Ces maisons, on les appelle des palafites. Et comme ces gens-là ne connaissaient pas le ramassage des poubelles, lorsqu'ils avaient terminé d'utiliser les objets du quotidien, ils ne s'embêtaient pas, ils balançaient tout par la fenêtre. Alors habituellement, sur les sites qu'on va trouver à l'intérieur des terres, ça va faire 2 gros tas d'ordures à côté des maisons préhistoriques, ça fait le bonheur des archéologues qui fouillent les poubelles. Mais dans ce cas précis, puisqu'on est dans une zone qui est marécageuse et humide, tous ces objets vont très rapidement s'enfouir dans la base. Et la base, c'est un milieu anaérobique. Ça signifie qu'il n'y a pas d'oxygène. Et comme il n'y a pas d'oxygène, toute la matière organique se conserve, même le bois. On a donc retrouvé sur ces sites merveilleux, planchettes, baguettes, archers, non, archers, non, mais par contre on a la trace du lien sur la baguette, donc c'est
les ours. On a découvert des choses encore plus merveilleuses, hein, dans le lac de Charabine, dans l'Isère, lac de Paladru, pareil. On a découvert des poignards en silex comme celui-ci, qui avaient conservé leur manche en cordelette et qui parfois même avaient un pommeau en bois qui servait de buter. On a découvert des petits chapeaux d'osier, des petits paniers remplis de noisettes, je trouve ça très mignon, des paniers de noisettes préhistoriques, des grosses poteries néolithiques remplies de pommes séchées. On a même découvert des chewing-gums préhistoriques. Alors les chewing-gums préhistoriques, ils sont en résine. La résine, c'est la sève des arbres, les enfants. Quand on les regarde, ils sont étonnamment modernes, ces chewing-gums, mais quand on les analyse, on s'aperçoit que les hommes préhistoriques, ils mâchent pas n'importe quoi. Ils mâchent des résines qui ont des propriétés antiseptiques, donc désinfectantes, et certaines résines qui vont jusqu'à avoir des propriétés antibiotiques, comme la résine de bouleau, mélangée avec un champignon d'écorce de bouleau, donc j'ai encore oublié le nom, je ne le c'est pas très grave, qui sont paraît-il des antibiotiques très puissants. On voit donc que lorsque les hommes préhistoriques avaient des infections, ben, ils étaient parfaitement capables de les combattre avec de simples chewing-gums. On a des leçons à prendre. Voilà. Alors ça, c'était pour les techniques préhistoriques. On a vu la percussion, on allumait donc du feu en tapant deux cailloux l'un contre l'autre sur un bout de champignon. On a vu la friction, on a frotté les bouts de bois les uns contre les autres. Alors ça, ça va durer pendant toute la préhistoire avec plein de différences. Il y en a qui utilisent des gros bouts de bois, d'autres des petits bouts de bois, d'autres à la main, d'autres avec des archers, etc. Il y en a d'autres qui vont le faire sur le sens de la longueur de la planche, etc. Mais c'est à peu près toujours la même chose.